Bonjour à tous. Alors du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour cette fois-ci, comme je vous l'ai dit hier, la néoglucogénèse. Donc, l'enjeu autour de la néoglucogénèse, c'est qu'une fois qu'on a fait notre pyruvate à partir de notre glucose, donc ce qu'on appelle la glycolyse, ben, à certains moments, le corps va pas avoir besoin de ce pyruvate et va avoir le besoin de recréer du glucose. On va voir notamment pour pouvoir alimenter le cerveau en sucre, qui ne peut consommer uniquement du glucose. Donc, pour faire le chemin inverse, on va voir qu'en fait, il va y avoir 7 étapes qui vont être communes à celles de la glycolyse, pour passer donc du glucose au pyruvate, mais il y a 3 étapes, les étapes qu'on a vues qui étaient dites irréversibles, pour lesquelles le corps a dû inventer un moyen de contournement. En fait, on voit que ces 3 étapes, c'est les 3 étapes qui étaient irréversibles. Donc, c'est la première, pour passer du glucose à glucose 6-phosphate, on avait une hexokinase. La troisième, pour passer du fructose 6-phosphate au fructose 1,6-biphosphate. Et aussi, la dernière, pour passer du pyruvate, enfin du phosphoénol pyruvate au pyruvate, avec une pyruvate kinase. Et donc, en fait, la néoglucogénèse, ça va être l'inverse. On va tout remonter. Sauf que ici, on va avoir un mécanisme de contournement, ici, un mécanisme de contournement, et ici, un mécanisme de contournement. Donc du coup, glucogénèse ou néoglucogénèse, ce qui n'est pas l'inverse de la glycolyse à proprement parler. Quand l'un est actif, l'autre est inactif, donc ce sont deux choses qui sont complémentaires, c'est-à-dire que soit quand l'une marche, l'autre ne peut pas marcher. Vous allez voir que les systèmes de régulation, d'inhibition et d'activation de ces voies, elles sont corrélées. C'est-à-dire que quand on va y avoir par exemple de l'insuline, l'insuline va encourager la glycolyse et va inhiber la néoglucogénèse. Et c'est l'inverse pour le glucagon. Quand il va y avoir du glucagon, ça va inhiber la glycolyse et activer la néoglucogénèse. Donc, tac, 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 donc, à l'inverse, la glycolyse, elle correspond à la formation de glucose à partir de plusieurs précurseurs non glucidiques. Donc là, on va en parler ça juste après. Chez les animaux supérieurs, ce phénomène se produit essentiellement dans le froid. Alors, ça, pour répondre tout de suite à des questions que vous allez pouvoir avoir, c'est que la néoglucogénèse ne se passe pas uniquement dans le foie. La néoglucogénèse, elle se fait dans le foie et dans le rein, et elle se fait aussi dans les muscles. Mais ce qui va se faire uniquement dans le foie, c'est tout ce qui va avoir avec le glycogène. Donc c'est la suite du cours. Mais c'est pas très clair, c'est pour ça que je préfère dire ça. Donc, conservation de l'énergie. Donc là, ils vont nous expliquer pourquoi. Seul le foie est capable d'assurer la mobilisation du glycogène. Donc, c'est ça que uniquement le foie peut faire. Et d'autre part, la réaction néoglucogénèse. C'est qu'il n'y a que le foie qui peut faire l'un et l'autre. Mais les néoglucogénèses, d'autres organes peuvent le faire. Et donc, on nous dit, les réserves du glucose du foie, bon, 190 grammes, ça, c'est pas en rapport avec ce qu'on est en train de faire là. Les besoins, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Les besoins journaliers des autres organes. Donc on sait que le cerveau a besoin de 120 grammes de glucose. Et donc de glucose, alors vous avez vu qu'il y a différents types de sucre. Et en fait, la plupart des organes sont capables d'utiliser du fructose, du lactose, du galactose, etc. Le cerveau, en revanche, lui, est capable uniquement d'utiliser du glucose. C'est pour ça que des fois, on va avoir ce phénomène de néoglucogénèse dans le but de créer du glucose pour que celui-ci vienne alimenter le cerveau. Parce que le cerveau ne peut être alimenté qu'avec du glucose. Donc, il est nécessaire de pouvoir s'alimenter et de créer des réserves en glycogène. C'est l'ensemble de réactions métaboliques. Bon, ça, c'est pas très important. Donc, les précurseurs non glucidiques qu'on retrouve là, l'alanine. Donc, l'alanine, vous avez vu que c'est un acide aminé. Le lactate, c'est la partie dont on parle entre la glycolyse et la néoglucogénèse. C'est pour transformer le pyruvate en lactate pour créer 2 ATP dans les conditions anaérobies. Et en fait, cette réaction-là est réversible. Donc, du coup, avec du lactate et de l'ATP, on peut créer du pyruvate. L'alanine, c'est pareil, c'est qu'on peut se débrouiller pour créer du pyruvate. Et la spécificité, donc ça, c'est à connaître, ces 3 substrats principaux. Et le dernier, c'est le glycérol. Donc là, on va bien le voir sur le schéma en dessous, c'est que le glycérol, donc vous regarderez la formule chimique du glycérol, mais c'est 3 carbones. Et en fait, le glycérol peut très facilement se transformer en dihydroxyacétone phosphate. Donc du coup, lui, il va venir rejoindre le cycle de la néoglucogénèse à ce niveau-là. Tandis que le lactate et notamment l'alanine, c'est ça qu'ils veulent dire à travers les certains aminoacides, eux vont pouvoir rejoindre le cycle de la néoglucogénèse en passant par là. Donc voilà, là on rentre dans le cœur du sujet. La voie de la néoglucogénèse convertit le pyruvate en glucose. Cette réaction réversible en commun avec la glycolyse. Et les 3 réactions irréversibles vont être substituées par des enzymes différentes. C'est que les 3 réactions qui étaient irréversibles dans ce sens-là vont avoir
des compensations. Et là où c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la glycolyse, trois compartiments cellulaires. Là où la glycolyse se fait intégralement dans le cytosol des cellules, pour ce qui est de la néoglucogénèse, on va avoir besoin de la mitochondrie et du réticulum endoplasmique. Donc ça, on va voir, on va le détailler. Donc trois réactions irréversibles. Alors là, on va détailler les réactions. Alors, on part de notre pyruvate. Donc là, là, c'est la dernière étape de la glycolyse, c'est qu'on passait du phosphoénol pyruvate au pyruvate avec la pyruvate kinase. Et voilà, donc en gros, c'était la création d'un dernier ATP qui nous donnait le pyruvate. Pour la néoglucogénèse, en fait, on ne peut pas passer du pyruvate directement au phosphoénol pyruvate. C'est quelque chose qui ne marche pas, c'est quelque chose qui n'est pas possible physiologiquement. Du coup, l'organisme a trouvé un moyen de contournement. D'accord? Donc, du coup, pour passer du pyruvate au phosphoénol pyruvate, on voit qu'il y a plein de molécules intermédiaires qui vont rentrer en compte et qu'on va devoir passer par l'oxaloacétate. On va aussi devoir passer par le malate. Vous allez voir, ça va être plus clair après. Donc, lors de la glycolyse, la réaction catalysée par la pyruvate kinase est irréversible, donc ce n'est pas une étape de départ de la néoglucogénèse. La réaction inverse pour la néoglucogénèse est donc substituée par deux autres réactions qui utilisent de l'ATP et du GTP. Donc, le pyruvate qui se trouve dans le cytosol doit être transporté dans la mitochondrie. Donc, pour commencer à faire la première action et partir du pyruvate pour aller à l'oxaloacétate, il faut transporter le pyruvate dans la mitochondrie. Donc, il sera carboxylé par la pyruvate carboxylase. Donc, on a notre pyruvate qui est transporté dans la mitochondrie et là qui va être changé en oxaloacétate par la pyruvate carboxylase avec la consommation d'une liaison riche en énergie aux dépens d'une molécule d'ATP. Donc, c'est ce qu'on retrouve ici. L'OA est formé, donc l'oxaloacétate, c'est ça que veut dire l'OA, formé et réduit en malate par la malate désoxygénase. Donc on est dans le cytosol, dans notre pyruvate qui va être transporté dans la mitochondrie. Puis à ce moment-là, une pyruvate carboxylase va consommer un ATP pour le rajouter et créer l'oxaloacétate. Et puis l'oxaloacétate est réduit et lui, donc du coup, va devenir du malate. Pourquoi est-ce qu'on fait du malate? On fait du malate parce que le problème de l'oxaloacétate, c'est qu'il n'est pas capable de sortir de la mitochondrie. Donc, du coup, on a besoin de passer par l'étape intermédiaire du malate pour pouvoir le faire sortir, pour pouvoir retrouver l'oxaloacétate dans le cytosol. Parce qu'une fois que le malate est formé, il y a une enzyme spécifique il y a une enzyme spécifique au malate qui va lui permettre de sortir dans le cytosol et ainsi de juste oxyder cette molécule de malate pour retrouver notre oxaloacétate initial. Donc là, est-ce qu'on voit ça comme il faut ou pas? Donc le pyruvate rentre, pyruvate carboxylase, oxaloacétate. Et ensuite, tac, pyruvate oxaloacétate, malase déshydrogénase, où on va avoir un NADH qui va euh, perdre un H, et la sortie du malate. Donc 2 pyruvates plus 2 CO2 plus 2 ATP égale 2 oxaloacétate plus 2 ATP plus 2 PI, 2 oxaloacétate plus 2 NADH égale 2 MALH plus 2 NAD. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est la première étape. Enfin, non, c'est la première partie de la première étape. Parce que là, du coup, on se retrouve avec 2 oxaloacétates. On n'a pas encore notre phosphophénylpyruvate, qui est la fin de notre première étape, de notre premier contournement. Donc, au niveau du cytosol, donc on reproduit l'OA à partir du malate, il est réoxydé par la malate déshydrogénase cytosolique liée au coenzyme oxydé NAD+. Il est transformé en phosphoénolpyruvate suivant une réaction irréversible dans les conditions physiologiques catalysées par la phosphoénolpyruvate carboxykinase, donc PEPCK. Donc, on va reprendre, on a notre pyruvate dans notre cytosol qui va être transporté dans la mitochondrie, puis dans la mitochondrie, celui-ci va... Alors, est-ce que j'enregistre? Ok, c'est bon. Je vais regarder juste si c'est enregistré. Est-ce que, donc, du coup, le pyruvate transporté dans la mitochondrie pour euh, devenir de l'oxaloacétate, l'oxaloacétate transformé en malate pour pouvoir sortir de la mitochondrie. À ce moment-là, le malate est à nouveau transformé en oxaloacétate. Et là, l'oxaloacétate va subir l'action de la PEPCK pour devenir du phosphoénol pyruvate. Et le cofacteur de cette relation, c'est le GTP. Donc le GTP, je ne sais pas si vous savez encore ce que c'est, mais le GTP, c'est comme l'ATP. C'est des bases nucléiques,
donc alanine et guanine, et auquel on rajoute 3 phosphates. C'est pour ça qu'on parle de guanine triphosphate, comme quand on a de l'ATP, c'est adénine 3-phosphate. Et c'est pour ça qu'on va avoir de l'ATP puis de l'ADP pour le tri et le diphosphate. Donc, qui va décarboxyler les molécules d'oxaloacétate avec élimination d'une molécule de CO2 par transfert de phosphate donné par le GTP. Donc, du coup, pour passer de notre oxaloacétate à notre phosphoénylpyruvate, on va perdre une molécule de CO2. D'ailleurs, on la retrouve dans le bilan de... Non, on ne la retrouve pas dans le bilan de la réaction. Je ne sais pas où est-ce qu'on la retrouve alors. Tac, tac, tac. Toutes ces enzymes permettent de contourner la dernière réaction irréversible de la production de glucose. PEPCK, enzyme clé de la régulation de la néoglucogénèse, est inhibée par l'insuline. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'insuline va augmenter la glycolyse et va inhiber la néoglucogénèse en inhibant cette enzyme qui va être clé. Détail de la réaction. Donc là, on a réussi à faire juste la dernière étape, c'est-à-dire que là, on avait notre pyruvate, et notre pyruvate, on est passé au phosphoénylpyruvate. Je rappelle, en passant par l'étape d'oxaloacétate, malate, oxaloacétate, phosphoénylpyruvate. Donc là, les enzymes, les compartiments et le nom des molécules sont bien évidemment à prendre. Et c'est ça qui est très compliqué dans ce cours. Donc ensuite, du phosphoénylpyruvate au fructose 1,6-bisphosphate, on dit qu'il n'y a pas de problème. Est transformé grâce à la réversibilité des réactions de la glycolyse. Il faut des molécules de PEP, deux molécules de PEP qui sont nécessaires pour obtenir une molécule de fructose 1,6-biphosphate. Donc là, on voit qu'en fait, il faut juste remonter de manière réversible les actions et que ça pose pas de problème. Mais par contre, petit problème entre guillemets, c'est que je vous rappelle que là, on est sur des molécules à 3 carbones, alors que le fructose 1,6-biphosphate, il a 6 carbones. Ça veut dire qu'en fait, toutes ces actions-là doivent être doublées. C'est-à-dire qu'on doit avoir deux molécules qui passent successivement par ces étapes pour ensuite que l'une se transforme en l'autre et pour là avoir la fusion entre ce dihydroxyacétone et ce glycéraldéhyde pour avoir notre fructose 1,6-biphosphate. C'est pour ça qu'ils nous disent qu'il faut deux molécules de PEP qui seront nécessaires pour obtenir une molécule de fructose 1,6-biphosphate. Donc, première réaction, hydrolyse Donc là, on estime de manière réversible, on a obtenu ça. Donc là, on arrive à l'équivalent dans la glycolyse de la troisième étape, celle qui est réversible. Celle où on passe du fructose 6-phosphate au fructose 1,6-biphosphate. Donc là, ils nous disent, pour faire l'inverse, hydrolyse du fructose 1,6-biphosphate catalysé par la fructose 1,6-phosphatase. Donc voilà, très simple, on a juste cette enzyme, fructose 1,6-biphosphatase, qui va permettre d'hydrolyser et faire sortir, enlever un phosphate pour donner le fructose 6-phosphate. Donc, ça, c'est pas très compliqué. Fructose 1,6-bisphosphate est sous l'action d'une molécule d'eau. L'enzyme impliquée est la fructose 1,6-phosphatase. On obtient du fructose 6-phosphate avec un départ d'un phosphate inorganique. C'est pour ça qu'il y a un petit PI à ce niveau-là. Tac, tac, tac. Donc, c'est une réaction irréversible en conditions physiologiques. Donc, de toute façon, on a vu que les réactions qui étaient irréversibles dans un sens vont nécessiter des réactions irréversibles dans l'autre. Donc, du coup, il va y avoir à nouveau des réactions irréversibles dans cette néoglucogénèse. Ensuite, là, pour passer du fructose 6-phosphate au glucose 6-phosphate, c'est une simple isomérisation qui est réversible avec la PHI qu'on a déjà vue. Et ensuite, la troisième réaction, c'est pour passer du glucose 6-phosphate à un glucose simple. Donc là, à nouveau, on va devoir juste enlever le phosphate qui est en trop. Tac, tac, tac. La G6-phosphatase est l'enzyme qui permet la dernière réaction. Elle est liée à la membrane du réticulum endoplasmique. Donc ça, c'est le truc qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on nous a donné trois compartiments différents. La mitochondrie pour la première réaction irréversible, le cytosol pour toutes les réactions réversibles, et là, pour la dernière réaction irréversible qui passe du glucose 6-phosphate au glucose, on a à nouveau besoin, donc cette fois-ci, du réticulum endoplasmique. Donc, cette enzyme est absente dans le cerveau et dans le muscle. Donc, c'est pour ça que cette étape peut se faire uniquement dans le foie et dans le rein. Cellules hépatiques font référence au foie. Donc, en situation de jeûne, elle est très active au sein des hépatocytes. Elle permet au foie de produire du glucose à partir du glucose 6-phosphate. Une fois que le glucose libre est libéré, il rejoint la circulation sanguine et peut être utilisé par les différents organes et surtout le cerveau. Parce que je vous rappelle que cette action de néoglucogénèse est faite essentiellement pour le cerveau. Donc, mitochondrie, les différents organismes, c'est le mitochondrie pour la pyruvate carboxylase, le cytoplasme pour le cytosol pour la majorité des enzymes réversibles,
et le réticulum endoplasmique pour la glucose 6-phosphate. Et on voit qu'elle est très présente au niveau du foie et des reins, mais qu'il n'y en a pas au niveau des muscles et du cerveau. Donc voilà, là c'est fini pour le néoglucogénèse. Donc si vous avez des questions sur ce cours, n'hésitez pas à me les envoyer par message. Vous avez mon numéro sur WhatsApp. Et si vous voulez d'autres vidéos sur certains sujets, que ce soit d'autres sur... Enfin, si vous voulez, il y a encore la glycogénèse que je pourrais faire. Va y avoir les lipides qui vont commencer, l'enzymo. Du coup, n'hésitez pas à m'envoyer soit un message à moi, soit un message à Dan qui me transférera. Et à ce moment-là, je vais pouvoir vous faire votre... Enfin, je pourrais vous faire des vidéos de la sorte. Voilà, voilà. Bon courage.